Bonjour à tous et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui nous parlerons d'un mot qui fait peur, la taxonomie, de froid, de mystérieux animaux et plein d'autres. Il est 16h et Science Infuse commence tout de suite. Salut tout le monde. Coucou. Salut. Et aujourd'hui on va tout de suite attaquer avec Nicolas qui va nous parler de taxonomie. C'est ça, alors je commence l'émission avec un mot un petit peu compliqué, taxonomie. On peut aussi l'appeler taxinomie. Alors est-ce que vous savez ce que c'est ? Je vais vous donner un petit indice, ça sert dans la classification. Il y a nomie, ça doit être pour nommer quelque chose, non ? Ouais, peut-être, ou d'autres votes. C'est ce qui permet de classer les êtres vivants dans le vivant, justement. En fait, la taxinomie ou taxonomie, c'est la science générale, donc la science des classifications, donc pas forcément du vivant. Mais moi, je vais m'intéresser à la taxinomie du vivant, qu'on appelle aussi systématique. Vous avez peut-être entendu le terme. Et du coup, donc taxinomie, ça vient de taxon. Si vous avez fait un peu de science, vous avez peut-être déjà entendu le terme taxon. En fait, un taxon, c'est juste un regroupement d'êtres vivants qui ont des caractéristiques communes. Et le but, ça va être de les classer selon leur caractère. Faut pas confondre avec la taxidermie. Vous avez peut-être déjà entendu. La taxidermie, en fait, ça a pareil la même origine, hein, ça vient aussi de taxon. Mais la taxidermie, c'est ce qu'on va utiliser dans les musées pour conserver des espèces. En fait, les animaux empaillés, la méthode utilisée pour l'empailler, c'est la taxidermie. En fait, taxon, c'est juste un mot pour dire groupe, enfin un mot scientifique pour dire groupe. C'est ça, pour dire regroupement. Donc du coup, on a essayé de regrouper les êtres vivants. Comment on a fait ? On a utilisé donc un système de taxons, comme j'ai expliqué, et on les a séparés en plein de groupes, de gros groupes. Donc vous avez peut-être déjà entendu le terme d'espèce, le terme de genre, le terme de famille. En fait, là, je suis en train de monter dans des groupes de plus en plus larges. Donc pour faire une petite liste, en allant donc du plus large, on va parler du monde du vivant. Ensuite, il y aura les domaines. Ok, donc par exemple, là, je vais vous donner le classement exact, enfin le plus long possible de l'homme, donc de l'Homo sapiens. Donc l'Homo sapiens appartient au monde du vivant. Il appartient au domaine qu'on appelle des eucaryotes. Donc ça va être toutes les espèces animales avec des cellules, on en a déjà parlé, des vraies cellules. C'est-à-dire ? Cellules avec un noyau, non ? Eucaryote. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, donc des vraies cellules, donc des cellules avec un vrai noyau, parce qu'après il y a d'autres groupes qui auront des cellules un petit peu différentes, mais globalement tous les animaux que vous croisez font partie des eucaryotes. Ensuite on a le règne animal, donc ça c'est plus facilement compréhensible. Il y a la classe qui est la classe des mammifères, ensuite l'ordre des primates, puis la famille des hominidés, et le genre Homo qui a donné, et ensuite l'espèce Homo sapiens. Et en fait, chaque espèce vivante va être classée de cette façon. Et plus on va être proche d'une espèce, plus on aura de taxons en commun. Par exemple, on va prendre le gorille, on peut reprendre le même cheminement. Il fait partie du monde vivant, il fait partie des eucaryotes, du règne animal, des mammifères, des primates. Et ensuite, ça changera. Et donc, pour faire tous ces classements, donc toute cette classification du vivant, on s'est basé sur des critères observables physiquement, que ce soit extérieur ou intérieur. Et maintenant, on utilise aussi des méthodes avec des tests ADN pour être encore plus sûr de la concordance, si vous voulez, des ressemblances entre les espèces. C'était pas justement une ancienne méthode pour les classer quand on le faisait seulement aux ressemblances physiques, et maintenant on essaie de comparer ça aux ADN justement et voir si ça se suit. Alors je sais que maintenant on fait l'ADN, ouais. Mais que oui, c'est vrai qu'avant des c'était fois on uniquement voit physique. que deux espèces se ressemblent beaucoup, mais finalement elles sont vachement loin l'une de l'autre au niveau des ADN. Et... Alors ouais, j'ai que pas ça d'exemple en permet tête, mais ouais, c'est d'apporter, possible. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Et en fait, ça va venir ça se complète, en fait. Ouais, ça va venir à le sujet que j'allais amener après. Mais juste pour rebondir, il me semble que c'est pas de la comparaison d'ADN, mais de la comparaison d'ARN pour. Donc c'est pour expliquer, en gros, c'est l'ADN. Vous avez les molécules d'ADN qui vont être transcrites en ARN, et c'est cet ARN-là qui va être comparé entre les espèces, il me semble. Okay. C'est la 16S. Ouais. Pour rentrer dans les détails. Pas dans les détails, mais ouais. C'est ce que tout le monde a. Ouais, voilà. Du coup, comme toutes donc les espèces ont cet ARN, ouais. c'est plus comparé sur ça que sur l'ADN.
Donc du coup, là où je voulais en venir avec ce dont tu viens de parler, Mathilde, c'est en fait des convergences évolutives. Alors qu'est-ce que c'est ? Imaginez vous donnez à un enfant de primaire ou de collège, vous lui donnez plusieurs animaux à classer. Vous lui donnez une chauve-souris, vous lui donnez un cheval, vous lui donnez un pigeon, un papillon et un animal disparu volant. Comment il va les classer ? On est d'accord qu'il va mettre le cheval d'un côté, peut-être aller le papillon d'un côté, mais il va sûrement mettre la chauve-souris avec le pigeon. Et alors qu'en fait, non. Parce que la chauve-souris, c'est un mammifère. Donc elle va être plus proche du cheval, qui est aussi un mammifère, que des autres animaux. Alors que ça se ressemble. Et en fait, c'est juste qu'il y a eu il y a un caractère qui est commun à... Donc une particularité physique qui est commun à tous, sauf le cheval, c'est les ailes. Et en fait, les ailes, elles apparaissent dans différents taxons. C'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. Par exemple, dans les pays froids ou enneigés, souvent, on va avoir différents animaux qui vont avoir une couleur blanche. Et c'est pas pour ça qu'ils seront tous aussi proches les uns des autres. Par exemple, un ours blanc serait beaucoup plus proche d'un ours brun que d'un renard blanc. En fait, il ne faut pas se fier uniquement à des critères physiques. C'est le cas des poissons et des dauphins au final. Parce que les dauphins, à un moment, comme ce sont des mammifères, à un moment ils étaient sur Terre, enfin leurs ancêtres, et après ils sont retournés dans l'eau. Ce qui fait qu'ils ont repris au final des nageoires, et ça c'est une convergence aussi évolutive. Effectivement, c'est le cas. Et je vais en venir à mon dernier point de ma chronique, qui sont les faux amis. Et tu en as parlé pas mal avec les dauphins. Enfin, justement, tu as parlé de poissons. Les poissons sont des faux amis. Parce qu'en fait, les poissons, on ne peut pas les classer. On ne peut pas dire les poissons, on les regroupe tous ensemble. Parce qu'il y a des poissons qui vont avoir un squelette osseux, donc c'est-à-dire comme nous, et des poissons qui vont avoir des squelettes dits cartilagineux. Il y a aussi d'autres types de poissons, enfin d'autres animaux qu'on va regrouper dans les poissons, mais ce serait trop long à expliquer. Et du coup, en fait, la principale différence entre les poissons cartilagineux et osseux, c'est sur leur squelette. Et en fait, le squelette, c'est une des premières choses qu'on regarde quand on va classer les animaux. Et il y a aussi les reptiles. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Oui. Et les reptiles, c'est un faux groupe, parce que quand on pense reptiles, vous allez penser à crocodiles, tortues, lézards, même dinosaures. Et en fait, c'est pas du tout... Enfin, c'est un groupe qui est, on va dire, dépassé. C'est un abus de langage, on va dire. C'est ça. Ce qu'on appelle... par exemple, les reptiles, c'est ce qu'on appelle un grade. Et un grade, c'est quelque chose... C'est un groupe qu'on utilise dans la façon de parler, mais qui est plus scientifique au final. Et dans ce cas-là, on appellera ça un taxon ou un clade. C'est ça, merci Corentin. Et donc pour en venir à qui est plus proche de qui, par exemple, vos crocodiles sera plus proche de votre pigeon, dont on a parlé avant, que du lézard, par exemple. C'est assez contre-intuitif. Super, merci Nico. On va tout de suite faire une pause avec A Little Less Conversation de Nebra. Et juste après, on retrouve Magali qui, après une longue absence, va nous parler de bipolarité. Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes à Magali qui va nous parler de bipolarité. Eh oui, bonjour tout le monde. Alors la bipolarité, donc c'est un trouble psychique. Et donc il faut savoir que comme toute maladie, ça a fait très très longtemps qu'elle a même toujours existé, mais elle n'a pas toujours été connue, comme toute maladie. Et c'est donc au 19e siècle qu'un neurologue et psychiatre français, Jules Beylaerger, alors je le dis à ma sauce, mais si quelqu'un veut tenter, je vous laisse, qui parle donc du concept de la folie de forme double. Donc j'ai tenté de traduire le mot anglais, donc ce qui était donc folie de forme double, et qui du coup définit... C'est une maladie qui est caractérisée par des phases alternées de manie et de dépression. Donc les phases de manie, donc, ce sont des phases pendant lesquelles l'humeur est très changeante, et ça peut être donc la personne va être euphorique, et va être très incohérente dans ses actions, ses propos, etc. Et cette phase peut durer de quelques semaines à quelques mois, et va être ensuite suivie d'une phase de dépression qui va, elle, être beaucoup plus longue. Donc c'est une maladie qui est très difficile à gérer au quotidien, parce que on peut pas interagir avec le monde autour de nous tel qu'il est aujourd'hui, quand on est la moitié du temps au fond du trou, dans notre lit, dans notre chambre,
et l'autre moitié euphorique, incohérent, etc. Et du coup, donc, c'est au XIXe siècle que l'apparition scientifique de la bipolarité se fait, grâce donc à cette personne. Et alors, il faut savoir que du coup, des traitements ont été trouvés pour cette maladie, dont le lithium. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de C'est un élément chimique, ça, non? Oui. Ou c'est pas utilisé dans tout ce qui est nucléaire ou non? Non, les batteries. Oui, C'est les batteries au lithium. Donc voilà, et donc le lithium peut être utilisé comme traitement contre la bipolarité. Alors, il faut savoir C'est pas déjà dangereux, ça? Non, mais non, après tout est une question de dosage, Oui, c'est ça. comme tout. Et du coup, alors, le lithium, c'est pas vraiment un médicament, entre guillemets, puisque ça va plus avoir un effet préventif. Donc ça va prévoir, entre guillemets, du coup, les phases de manie et les phases de dépression, et ça va permettre de stabiliser, en fait, l'humeur des patients. Et donc, le lithium a des effets sur le métabolisme humain et sur la neurologie, puisque le trouble de la bipolarité est un trouble neuronal. Donc les neurones, rapidement, ce sont juste les cellules en fait que l'on retrouve dans le cerveau. Donc voilà. Et il faut savoir du coup que comme le lithium est un traitement qui est utilisé depuis de nombreuses années, il a, comme beaucoup de traitements, eu ses phases de doute chez les patients et chez les médecins, et a eu donc il y a eu une chute en fait de ce traitement, de l'utilisation de ce traitement. Donc les personnes avaient moins accès au traitement, les médecins étaient moins amènes à les donner parce qu'ils se disaient ah mais peut-être qu'en fait c'est pas si bon, etc. Ils n'avaient pas de base solide pour se dire ouais voilà, ok, ils devenaient en fait, les gens devenaient sceptiques face au lithium. Et il y a eu alors des études récentes, donc il faut savoir que les études dont je me suis servie datent de 2017, donc ce sont des études récentes, et qui ont montré donc, que le lithium était toujours actif. Et pour faire ces études, donc là je vais rentrer un peu dans les méthodes qui sont utilisées pour faire des études en toxicologie et en pharmacologie. Alors il faut savoir qu'elles ont été menées en double aveugle. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'est une... C'est pas quand t'as un placebo et le traitement normal? Alors ça, c'est dans tous les cas. Le médecin aussi, c'est pas lequel il donne. S'il donne le placebo ou s'il donne le vrai traitement. Oui, voilà, c'est exactement ça. En double aveugle, justement, les deux sont aveugles. Donc celui qui va recevoir le traitement et celui qui le donne. Donc seul un algorithme, un ordinateur va savoir qui a le placebo et qui ne l'a pas. Du coup, un placebo, c'est une substance qui ne sert à rien. Si on lui donne quelque chose et on lui dit que c'est un médicament. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Le placebo, c'est En fait, quand on va mener une étude comme ça... Attends, pas qui sert à rien. Pharmacologique... Du coup, tu as dit en double aveugle, donc il y en a un, c'est un placebo, et l'autre, c'est le lithium. C'est quoi, du coup Voilà. Alors, en fait, le médecin qui va mener cette étude va avoir, imaginons, 100 patients devant lui. Et il va séparer ces 100 patients en deux groupes. À un certain groupe, sans savoir qui compose ces groupes, il va donner du lithium à 50%, donc à 50 personnes, et un placebo, donc c'est-à-dire c'est pas un médicament, mais imaginons si ça se trouve si le médicament est sous forme de pilule, il va donner une pilule qui physiquement est identique, mais qui n'aura pas d'effet, pas l'effet du lithium. Pour mesurer si une personne prend ce placebo, mais a les effets attendus, c'est-à-dire que c'est un effet placebo, puisque... Il se soigne tout seul en pensant que... Voilà, c'est psychologique en fait. Alors du coup, Magali, tu as parlé des expériences que tu as faites avec le médicament et un placebo. C'est quoi exactement du coup un placebo ? Alors, un placebo, ça va être une pilule. Imaginons si le lithium donc, se retrouve sous forme de pilule. Donc je dis ça, c'est imaginons, parce que je ne sais pas sous quelle forme est donné le lithium. Donc, en fait, à la moitié des patients, ça aussi, imaginons, ça peut être plus ou moins, en fait, la même pilule physiquement va être donnée. Donc elles vont se ressembler, elles vont être identiques, mais donc à la moitié des patients, cette pilule n'aura... En tout cas, on n'attendra pas d'effet. Il n'y aura pas de lithium, en fait, dans cette pilule. Ça va être par exemple un cachet neutre ou quelque chose comme ça, pour vérifier si le lithium est efficace. Parce que donc, quand les personnes qui reçoivent ce qui est appelé le placebo, et qu'elles développent en fait des symptômes entre guillemets qui sont attendus par traitement au lithium, alors c'est ce qu'on appelle un effet placebo, puisqu'elles développent des symptômes qu'elles ne devraient pas développer puisqu'elles n'ont pas de lithium en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on peut mesurer l'efficacité d'un médicament. Car si tout le monde réagit alors que la moitié n'était pas censé réagir,
on peut se demander si le lithium est vraiment efficace en tant que lithium. Moi, j'avais une autre question aussi. Tu en as parlé tout à l'heure, mais du coup, tu as dit la moitié du temps, les patients, enfin, les gens qui étaient atteints de bipolarité, tu as dit la moitié du temps, ils sont dépressifs, et l'autre moitié du temps, ils sont genre euphoriques et on les comprend pas. Alors c'est pas vraiment moitié-moitié puisque les phases de manie sont plus courtes que les phases de dépression. Mais du coup, ils ont, sans traitement, ils ont pas de phase où ils sont entre guillemets normaux. Alors non, mais alors là je pourrais pas te dire vraiment parce que ça dépend. Là dans les études que j'ai lues, déjà je peux même pas te donner de temps moyen pour les deux phases parce que ça dépend vraiment beaucoup des patients. Et il y a des phases de fatigue en fait aussi. Donc ça j'en avais pas parlé, mais par exemple après les crises de manie, donc il y a une phase pendant laquelle les patients vont être très fatigués, comme par exemple quand toi tu as un rhume ou quelque chose. Quand tu sors de ta maladie, t'es épuisé parce que ton corps est rentré entre guillemets en guerre contre la maladie et a épuisé ton système immunitaire. Ok. Donc voilà. Mais après, oui, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il y a des phases entre guillemets de normalité, mais pas de ce que j'ai lu en tout cas. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises donc. Du coup, j'aurais une petite question pour toi aussi. Quand tu parles du lithium qui régule l'humeur, c'est ça, non ? Oui. Ce que tu as dit. Est-ce que au quotidien, on a des choses qui nous donnent du lithium dans la nourriture, dans je sais pas quoi ou est-ce que c'est vraiment juste pour le traitement qu'on va utiliser le lithium ? Ou bien est-ce que tout le monde a à un moment une source de lithium pas que qui intervient dans l'humeur ou pas ? J'ai pas fait de recherche dessus. C'est vrai que c'est intéressant, mais j'ai de pas. savoir si on a tous un peu notre petite dose ou quoi, ou sinon. J'ai pas du tout regardé. Ok. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Pour une prochaine chronique. On verra. Super, merci Magali. Avant de retrouver Margot avec une chronique sur le front, on écoute tout de suite Bayana de Bakarmat pour se réchauffer. À tout de suite. Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite, on écoute Clarisse pour nous parler d'un animal bien mystérieux. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais reprendre le principe de ma première chronique sur le wombat. Et je vais vous présenter un animal vraiment original. Nous allons commencer par un petit jeu. Je vais vous passer le cri de l'animal en question et vous allez deviner quel est cet animal. C'est parti. Alors, une idée ? Un oiseau ? Oui, c'est un oiseau. Ouais, on dirait un oiseau Bonne aussi. déduction. Alors, est-ce que ça paraît être un gros oiseau déjà ? Non, c'est quelque On chose de dirait petit. un petit oiseau. Un petit oiseau. C'est plutôt un petit oiseau. Est-ce qu'il aurait par hasard quelque chose de rouge sur lui ? Il peut. Est-ce que c'est un colibri ? Oui, c'est ça. Donc du coup, on est vraiment sur un Trop fort. tout petit oiseau. Parce que le colibri, c'est le plus petit oiseau du monde. Et on le surnomme du coup l'oiseau-mouche. Alors, est-ce que vous auriez une idée de quelle est la taille du plus petit colibri du monde ? C'est pas en centimètres ? Genre, c'est 1 ou 2 centimètres ? En millimètres. Non, parce que Alors oui, ça j'avais vu se, des ça trucs, se compte c'était en minuscule. centimètres. Ouais, je dirais pareil. Moi, je dirais 1 centimètre. Bah, c'est 5 centimètres. Faut Oh. quand même pas les sous-estimer. Pas trop petit. Par contre, il pèse que 2 grammes. Ah oui. Ce qui est vraiment très léger. Et du coup, est-ce que vous auriez une idée de combien mesure le plus grand colibri du monde ? Ah, ça peut être un piège, ça, parce que tu peux dire un grand colibri, mais au final, ça ressemble pas vraiment à l'image qu'on a d'un colibri, non ? Oui, je suis trop parano. Bah, quand même, ça doit être aussi en centimètres, vu que c'est quelque chose de petit, donc je dirais 15 cm. Ouais, 10. 15 cm. Moi, j'aurais dit 7. Ouais, non, moi j'aurais dit 15-10 aussi. Ok, et ben c'est 22. Waouh. Ah oui. Je voulais dire 22. 25. Mais il pèse que 18 grammes. Donc c'est pareil, ça reste très léger, même si la taille augmente. Et donc du coup, les caractéristiques d'un colibri, c'est qu'ils ont un bec fin et long, ils sont tout petits et ils sont extrêmement colorés. D'ailleurs, ils en feraient de parfaits participants pour le carnaval de Rio. Ils pourraient même y participer parce que les colibris, ça vit en Amérique, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Amérique du Sud. Donc ils vont de l'Alaska jusqu'au Brésil. Ah Tu ouais. vois, il y a des colibris en Alaska ? Il y a des colibris en Alaska, ils arrivent à résister à de très grands froids. Ok, je croyais que c'était que en région tropicale. Non. En fait, ils vivent dans des conditions très différentes. Donc il y en a qui résistent au froid très facilement, d'autres à des régions arides, d'autres à des régions tempérées ou alors complètement humides.
sont vraiment dans des habitats très très différents alors qu'ils ont les mêmes caractéristiques physiques. Et en fait, il existe 340 espèces de colibris différentes, ce qui explique un peu la diversité d'habitats. Ah, c'est énorme. Oui, mais s'ils étaient tous au même endroit, en Équateur, ça ferait vraiment beaucoup pour un seul endroit. Donc, après, on peut dire aussi que peu importe où ils se trouvent, les colibris se nourrissent de la même chose. Et d'après vous, qu'est-ce qui est au menu d'un colibri ? Du nectar. Ouais. Oui, du nectar, c'est ça. Peut-être des insectes aussi, non? Et des insectes. C'est les deux principales sources d'alimentation du colibri. Donc, il se nourrit beaucoup de nectar et il complète un peu son alimentation avec des insectes. Et maintenant, c'est l'heure de la question coquine. D'après vous, comment un mâle colibri va séduire une femelle colibri ? Ah, il va danser. C'est un truc... Non? Il y a plein d'oiseaux qui dansent, c'est trop drôle. Allez voir sur internet. Tapez oiseaux qui dansent, c'est super drôle. Non, vraiment. Alors, Elles sont fun tes soirées. Alors, si tu veux, il y a même les araignées. Il y en a certaines, c'est trop drôle. donc non, il danse pas. Mais c'est à peu près la même activité, c'est-à-dire il va faire une parade nuptiale avec des voltiges. Parce que les colibris, ils sont très très doués avec leurs ailes. Du coup, ils peuvent aller en marche arrière. C'est les seuls oiseaux du monde à pouvoir le faire. Ils peuvent tenir sur place très très facilement et aller en marche avant comme tous les autres mais oiseaux. tu veux dire en volant? Oui, en volant. Marche C'est avant, ça. marche arrière, on dirait qu'il parle d'une voiture. Bah, c'est un peu pareil, ils se déplacent. Et aussi, ils vont chanter. Sauf que, comme on a pu l'entendre au début de ma chronique, ils ont un chant qui est très peu fort. Donc, ils vont faire de véritables chorales. Ils vont se mettre à plusieurs mâles ensemble pour chanter, pour pouvoir attirer le plus de femelles et trouver sa dulcinée. Du coup, en fait, il n'y a pas de compétition entre les mâles. Non, ils vont plutôt s'aider. C'est rare dans des espèces animales. Ouais, c'est ça. Après, ils vont se différencier avec la parade nuptiale aussi, où une femelle va venir les rejoindre. Et la femelle qui aura choisi le mâle, quoi. Et donc, après avoir fait son affaire, le mâle va partir très tôt le matin et la femelle va se réveiller toute seule. Et il ne va jamais l'appeler. Et non, elle ne l'appellera jamais. En fait, bon, c'est pas aussi tragique que ça. C'est que le mâle et la femelle, ils vont s'accoupler et après, ils vont partir chacun de leur côté et la femelle va complètement prendre en charge la descendance à elle toute seule. Et le mâle ne va avoir aucun impact sur la suite. Donc elle va faire son nid, elle va pondre, elle va couver, elle va nourrir les petits après, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de partir. Et il y en a qui sont des tanguis, même des bébés colibris, qui vont rester longtemps dans le nid et qu'elles vont devoir nourrir pendant longtemps. Donc de vraies mères célibataires qui s'en sortent très bien. Alors maintenant, vous avez toutes les bases sur le colibri, et je vais vous proposer un mini-quiz, surtout avec des chiffres. Donc, à votre avis, jusqu'à quelle vitesse peut aller un colibri ? Ah, je crois que c'est énorme. C'est pas 300 mètres secondes ou quelque chose comme ça, il me semble. Alors, j'ai en kilomètres/heure, je vais pas faire la conversion. Oh, bah ça doit pas être ça alors. C'est pas la vitesse de la lumière, ça? 300 mètres secondes, ça oui, fait... Ah oui. non, ça fait Ah oui, pas, c'est- ça fait c'est pas un- la vitesse de la lumière, ça mais fait ça fait beaucoup. plus de 1000 km/h, 300 mètres secondes. Non, C'est peut-être pas ça, c'est alors. beaucoup. C'est peut-être pas ça. Donc, c'est bien moins. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 100 km/h. Avec des vents favorables, mais c'est quand même énorme pour de tout petits oiseaux comme ça. Maintenant, une autre question. Combien de fois un cœur de colibri va-t-il battre en 1 minute pendant qu'il vole, donc en activité ? Ça doit être énorme aussi. Ouais, ça doit être super rapide. C'est tout petit, donc c'est un tout petit circuit. Un petit ordre d'idée, une échelle. 200 battements par minute. Non, ça doit être même plus. Ah, je dirais Ouais, c'est plus. C'est beaucoup plus. Ouais, j'aurais dit plus aussi, j'aurais 450. Ok, et ben on en est encore loin. Alors en fait, 250 battements par minute, c'est quand il est au repos. Waouh. Voilà. Le cœur humain, c'est à peu près 60 par minute, c'est ça? Alors j'ai pris pendant un effort le corps humain pour faire la comparaison. Donc un colibri en vol, il a 1200 battements par minute. Voilà. Et l'humain, en moyenne, c'est 150. Donc l'humain, même en étant en activité, son cœur bat moins vite que celui d'un colibri qui est au repos. Et beaucoup, beaucoup moins vite. Après, c'est beaucoup vu aussi que les animaux, plus ils sont petits, plus ils ont une régulation, enfin pas une régulation, mais un battement par minute élevé. Oui, c'est ça. Mais là, ça fait 200 battements par seconde. Oui, c'est énorme.
Donc les colibris peuvent faire de la torpeur. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un mouvement dans l'air Non, avec leurs ailes? pas du tout. Alors, je sais, mais je sais plus. Magali, C'est pas quelque chose qui est lié. Non, rien. c'est pas comme les abeilles où ils peuvent genre renseigner l'endroit d'une fleur en faisant une danse. Je crois que c'est. Non, c'est pas ça. Mais putain, je sais Margot, arrête de parler d'abeilles. Est-ce que c'est un rapport avec le sommeil? Oui, font c'est des un rapport micro-siestes. avec le sommeil. Ah, est-ce que c'est comme les dauphins où c'est la moitié de leur corps qui dort? Non, c'est pas ça non plus. Mais c'est une expression en plus, un état de torpeur, non? C'est les Oui. serpents qui font ça aussi, entrer en torpeur. Devant les micros. Mais c'est parce qu'on est deux. C'est les serpents aussi, je crois, qui font ça, qui sont en torpeur. Genre, c'est pas Alors quand je suis ils pas ont- renseignée sur les serpents, mais c'est possible. C'est pas genre avoir les. Alors, je suis pas sûre, mais ils dorment avec les yeux genre qui sont ouverts. Non, enfin, les colibris ne le font pas en tout cas. Alors en fait, c'est une sorte d'hibernation. C'est une hibernation temporaire. Les hibernations, ça dure très longtemps. Là, ça va durer beaucoup moins longtemps. Donc c'est pas non plus une micro-sieste. Ça peut durer quelques heures, voire plus d'une nuit. Et les petits colibris, ils vont s'endormir. Ça va faire descendre leur température corporelle de 40 à 20 degrés. Donc ils vont quand même perdre 20 degrés de température. Et ça va aussi réduire considérablement la vitesse de leur cœur. Et en fait, ça va leur servir à survivre pendant les nuits les plus froides. Mais du coup, contrairement à l'hibernation, ils peuvent faire ça plusieurs fois par hiver ou plusieurs fois par. Oui, c'est ça. Ok. Dès qu'ils en ont besoin, ils rentrent en état de torpeur. Mais le problème, c'est qu'ils deviennent complètement sans défense quand ils sont dans cet état parce qu'ils peuvent pas sortir du sommeil quand ils veulent. Et d'ailleurs, petite question, ça va être quoi les prédateurs du colibri? Alors, il y en a peu parce que c'est un oiseau qui est vraiment très rapide et petit, donc difficile à attraper. Mais j'ai lu qu'il y avait par exemple, les aigles qui pouvaient manger des colibris. Ou alors quelques serpents aussi qui montent dans les arbres pour aller les chercher quand ils dorment. Oui, c'est triste. Ou alors ils peuvent même carrément se bloquer dans des toiles d'araignée. Ah oui, Et- comme ils sont Horrible. petits et légers. Ah bah oui. ils Voilà. peuvent rien faire. Après C'est une aussi, grosse Michael. 2 grammes, c'est pas très intéressant pour les prédateurs. Oui, Ouais, mais c'est c'est ça. surtout qu'ils sont Mais- rapides aussi, donc Ouais, ça c'est va être ça. chaud à attraper. Ouais, donc du coup, il y a vraiment très très peu de prédateurs pour les colibris. Et je vous avais préparé un petit son parce que quand les colibris sont en état de torpeur, ils font un bruit particulier. Oh, il ronfle. On dirait un feu d'artifice, mais c'est un colibri. Tu peux le repasser? C'est un petit ronflement. Donc ils s'endorment et en fait le bruit là, il vient quand ils vont se réveiller. C'est beaucoup trop mignon quand même. C'est Et- très très mignon. Et ils se réveillent comment justement? Alors c'est quand les températures ouais. deviennent plus favorables. À ce moment-là, l'organisme va se remettre doucement en route. Ils vont faire ce bruit. Alors je Ok. sais pas du tout pourquoi ils font ce bruit parce que du coup on les remarque bien, mais c'est comme ça. Donc pour finir, j'ai le bonheur de vous annoncer que le colibri n'est pas en danger d'extinction contrairement à beaucoup d'autres espèces. Et je pense qu'on peut les applaudir pour cette performance. Eh ben merci Clarisse. Tout de suite on prend une petite pause avant d'écouter Mathilde et nous parler de fun facts sur les eaux salées avec Justice et leur titre Stop. Bon retour dans la dernière partie de Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes à Mathilde qui va nous parler des mystérieuses eaux salées. Oui, des mystérieuses créatures des eaux salées. Ah pardon. Pas de souci. Je vais en aborder 2 aujourd'hui et je vais vous livrer du coup quelques informations aquatiques hyper intéressantes, je dis bien hyper intéressantes, à ressortir fièrement lors de votre prochaine visite à l'aquarium de Nancy. Ou pendant les repas de famille aussi pour briller. Exact. Pareil, si t'as un tonton un peu relou, tu peux passer sur les infos aquatiques et c'est sympa. Donc on va commencer avec le Periophtalmus. Alors c'est un poisson qu'on appelle aussi poisson sauteur de vase. On le trouve la plupart du temps hors de l'eau, dans les mangroves ou sur les côtes plus rocheuses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle, du fait qu'il soit hors de l'eau, qu'on l'appelle le poisson grenouille. Et à savoir qu'il peut rester hors de l'eau jusqu'à 2 jours et demi, tout en humidifiant quand même sa peau. Alors pour son alimentation, c'est un petit poisson qui chasse sur la vase. Il chasse des petits crustacés, des vers ou des insectes. Et pour cela, il se déplace en rampant sur ses nageoires pectorales ou bien par des petits bonds en utilisant sa queue comme propulseur. J'adore. Trop mignon. Allez voir ça. C'est très mignon. Mais il peut aussi grimper sur des racines de palétuvier, donc c'est des arbres qu'on trouve dans les mangroves.
en s'aidant avec ses nageoires avant, qui sont transformées au bout et qui ont des sortes de ventouses. Et comme généralement il est de la couleur du bois, eh ben, ils se font facilement dans le paysage. Mais du coup, je vous mets au défi de trouver les Periophtalmus qu'on a dans les bacs de mangrove à l'aquarium de Nancy. Vous irez voir, vous cherchez sur les branches et vous regardez, même entre les cailloux, vers le fond à gauche, là, et vous verrez peut-être des petites... C'est l'aquarium où vous avez l'impression qu'il n'y a rien. C'est ça, mais si tu regardes vraiment, il y a plein de trucs. Bah... C'est pour ça que je viens vous aider à voir ce qu'il y a d'intéressant. Et donc, ces petits périophthalmes, ils ont un truc qui est hyper intéressant, du coup, c'est leur respiration. Donc, il passe le plus clair de son temps hors de l'eau. Donc, il respire de l'oxygène sous forme d'air, et non pas comme les poissons directement dans l'eau. Et comment il fait ça, en fait? Eh ben, il conserve une réserve d'eau dans laquelle baignent ses branchies. Mais celle-ci participe accessoirement à la respiration. La plupart des échanges gazeux se font au niveau de la peau, en fait, qui est recouvert d'un petit mucus et que le poisson maintient constamment humide. C'est pour ça qu'il peut rester 2 jours et demi hors de l'eau, mais il a quand même besoin d'avoir une zone relativement humide. Voilà. C'est un peu comme nous avec nos poumons, ils ont besoin d'avoir un mucus toujours. En général, toute surface respiratoire a besoin d'être humide. C'était le petit plus. Brillant, ça. Physiologie, voilà. On brille ce soir. Et ensuite, une autre espèce qu'on trouve aussi à l'aquarium de Nancy, comme quoi il y a pas... Enfin, il y a des trucs à voir. Le poisson clown. Donc, normalement, vous le connaissez. Ça vous rappelle rien? On pense tous à Nemo. C'est bien. Le poisson clown, donc, c'est un poisson qui est territorial. Il demeure toujours à proximité d'une anémone. Et donc, l'anémone, c'est un animal, hein. On se trompe pas, c'est pas une plante, c'est un animal qui a des tentacules urticantes. C'est un peu comme le corail et c'est le même principe que les piqûres de méduses. Et il a la particularité de vivre à l'intérieur donc, de cette anémone, le poisson clown. Mais alors, à votre avis, pourquoi ces animaux sont liés l'un à l'autre, l'anémone et le poisson clown? Quel intérêt? Il doit y avoir une symbiose, non? Ou peut-être gazeuse ou nutritive. Bah, l'un va rendre service à l'autre. Je crois que Ouais, pour le c'est ça. poisson clown, c'est qu'il va pouvoir éviter les prédateurs, Ah oui. en fait, qui vont... Il peut se cacher. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, en plus, les tentacules des anémones, elles sont urticantes, mais pas pour le poisson clown. Ouais. Du coup, les autres qui vont essayer de s'aventurer là pour le suivre, bah, ça va pas être cool pour eux. Non, c'est ça, ouais. En fait, les deux vont se rendre mutuellement service, et donc c'est ce qu'on appelle une relation de Symbiose. mutualisme. mais ça veut dire la même chose, donc on est d'accord. Donc, pour rappel, une relation de mutualisme ou de symbiose, c'est une association entre deux espèces qui profitent à chacune des deux espèces. Donc, les deux en tirent un bénéfice. Donc, l'anémone de mer, elle va servir de refuge au poisson clown et elle va le protéger des prédateurs. C'est le seul poisson connu à pouvoir vivre parmi les tentacules de l'anémone. Et comment elle fait ça? Grâce à ces écailles qui sont recouvertes effectivement de mucus. Et donc le poisson clown, il est immunisé contre le venin urticant de l'anémone. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas si le mucus, il est d'origine... si il est produit par l'anémone, ou bien par le poisson, ou par les deux. Parce que l'anémone, elle produit un mucus qui protège ses propres tentacules, parce que si elle se les touche et qu'elle se brûle tout le temps, c'est pas le feu. Donc elle se protège elle-même, et on ne sait pas si c'est pas le poisson qui vient, dès qu'il est jeune, en stade larvaire, se frotter contre ça tout doucement, petit à petit, et au fur et à mesure, s'accommoder de tout ça et se recouvrir de mucus, et du coup l'anémone le prend plus comme un corps dangereux et à piquer. Ou bien si c'est le poisson clown qui sécrète son propre mucus, ou bien les deux encore. Et donc, en échange, lui, le poisson clown, qu'est-ce qu'il fait pour cette anémone? Il va nettoyer ses tentacules des parasites, des restes de repas des anémones. Parce qu'à savoir que l'anémone, du coup, pour les autres poissons, comme tu as dit tout à l'heure, Margot, quand les autres passent dans le coin, c'est pas cool. Non, effectivement, l'anémone, elle va les attraper, elle va les digérer. Donc, c'est moins fun. C'est vraiment pas cool. C'est moins cool. Et le poisson clown, ça, si, c'est sympa. Il peut servir de leurre pour attirer d'autres poissons justement dans l'anémone. Donc il va se mettre un peu en repas pour notre poisson, il va arriver dans l'anémone et piège. Voilà. Et pour la reproduction, on a un truc qui est pas mal. Les poissons clowns, on dit qu'ils sont hermaphrodites protandres.
Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors c'est pas que hermaphrodite, ça va être que au cours de sa vie, il va être homme puis femme ou femelle puis mâle ou mâle puis femelle et protendre, pardon. Ouais, vas-y, c'est pas grave. C'est qu'il va être d'abord mâle, Ouais, puis ensuite femelle. c'est ça. Et l'inverse, c'est protogyne, c'est quand t'es d'abord femelle et ensuite tu deviens mâle. Donc ouais, c'est ça, c'est des poissons qui deviennent qui sont d'abord mâles et qui deviennent femelles. Donc les poissons clowns, ils vivent en groupe, donc constitués d'une femelle et d'un mâle reproducteur qui vivent dans l'anémone. Et autour de ça, on a les mâles secondaires et les juvéniles qui restent autour de l'anémone. Mais du coup, les mâles-là ne sont pas reproducteurs. Et pour visualiser ça, c'est un peu comme une sorte de harem qui se trouve autour du couple reproducteur de l'anémone. Et à savoir que la hiérarchie chez les poissons clowns, elle est déterminée par la taille. L'individu le plus grand et le plus agressif ici, ce sera la femelle. Ensuite, le deuxième individu le plus gros, ce sera le mâle reproducteur, qui vivra dans l'anémone avec la femelle. Et les autres individus qui seront dans les coins, mais pas avec le couple, ce sera donc les mâles dominés qui resteront au stade de mâle immature. Et là, ça devient très intéressant parce que à la mort de la femelle, le mâle dominant se différencie en femelle en quelques jours seulement. Donc le mâle reproducteur, il possède des testicules fonctionnels, comme on a dit que les autres, ils ne pouvaient pas se reproduire autour, voilà. Mais il a aussi des ovaires. Et les autres mâles aussi, ils ont ça, mais c'est juste que leurs testicules ne fonctionnent pas non plus. Et lorsque la femelle donc meurt, les gonades du mâle disparaissent, arrêtent de fonctionner en tant que testicules, et les ovaires s'activent. Et le mâle devient femelle. Je trouve ça génial. Oh, c'est fort. Et du coup, il faut que le mâle ait été en contact avec une femelle pour ensuite devenir femelle. Oui, en général, c'est le mâle justement dominant qui devient femelle. Et ensuite, justement, dans le harem qu'on a autour de l'anémone, le plus gros des mâles qui sont présents, c'est celui qui va rentrer et qui va devenir le nouveau mâle. Voilà, donc vous verrez ça, encore une fois, à l'Aquarium de Nancy. Il y a plein de petits poissons clowns et c'est hyper sympa à voir. Voilà. Eh bien merci Mathilde, c'est déjà la fin de l'émission, mais avant de se dire au revoir, il est temps de faire un point sur les événements de la semaine prochaine. Donc le mardi 28 janvier, une soirée conférence-débat sur la production des semences aura lieu à la Cantoche et elle sera animée par Camille S, ingénieure agronome et maraîchère. Le mercredi 29 janvier à 20h au Muséum Aquarium de Nancy, l'association étudiante de vulgarisation scientifique Omniscience organise l'interview de Dominique Chardard, enseignant-chercheur en zoologie et directeur scientifique du muséum. Le thème portera sur le rôle des musées dans la science et nos sociétés, ce qui sera l'occasion de se croiser puisque la plupart des chroniqueurs font partie de cette association. Pour terminer, le 31 janvier, Sandrine Capizzi, maître de conférence, va faire une conférence sur la parasitologie de 17h30 à 19h30 en complément de l'exposition TIC, s'informer, se protéger qui a lieu actuellement à AgroParisTech Nancy jusqu'au 14 février. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines dès 16h, mais en attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube avec la chaîne Science Infuse où vous retrouvez toutes les anciennes émissions. Il y aura aussi la page Facebook, Fadjet-Science Infuse. Et si jamais vous voulez retrouver cette émission en podcast, direction le site Fadjet. Merci à vous et à bientôt. Bon à bientôt.